Amy Pond et Rory Williams s'aimaient. Amis d'enfance tombés amoureux, fiancés et mariés désormais. Leur voyage de noces se déroula, comme bien d'autres, dans des destinations exotiques, tout comme dans la chambre à coucher. Mais la leur n'était semblable qu'à peu d'autres. Elle se trouvait au cœur d'un vaisseau à temps et relativité dimensionnelle interspatiale. Ils ignoraient que leur célébration, mêlée à la puissance du Tardis et du vortex temporel qu'ils traversaient, venait de mener à la conception de l'enfant du Tardis, majoritairement humaine, mais aussi un peu seigneur du temps. Amy accoucha à la retraite du Démon, un astéroïde sur lequel se trouvait une base militaire gérée par le Silence et l'église du complexe papal. Enlevée par une certaine Madame Kovarian, travaillant pour le Silence, et remplacée par une copie de chair, Amy ne s'était rendue compte de rien jusqu'aux contractions. Elle donna naissance à une petite Mélodie, reprenant ainsi le nom de son amie d'enfance, Mélodie Zucker. Le plan du Silence était de laver le cerveau de la petite Mélodie afin de créer l'assassin parfait pour se débarrasser du docteur. Ce dernier n'avait évidemment pas l'intention de les laisser s'emparer d'elle et attaqua la base de la retraite du Démon avec son armée personnelle. Persuadé d'avoir sauvé Mélodie des griffes du Silence, le docteur, Amy et Rory ignoraient avoir récupéré une copie de chair tandis que Madame Kovarian fuyait avec le véritable nouveau-né. Mélodie grandit durant les années 60, dans un orphelinat abandonné américain, entraîné par le Silence. La période ne fut pas choisie au hasard. Le Silence boosta les recherches de la NASA pour obtenir, grâce au développement de la conquête spatiale, une combinaison transformable en exosquelette. En juillet 1969, le docteur et ses parents retrouvèrent sa trace, mais ne parvinrent pas à la récupérer. Mélodie erra sans but pour échapper au Silence. Et 6 mois plus tard, en janvier 1970, après avoir rejoint New York, sans domicile et mortellement malade, elle utilisa pour la première fois les capacités de son héritage du vortex et se régénéra. Nous n'avons malheureusement aucune trace de ce qui est arrivé à Mélodie Pond jusqu'aux années 90, lorsqu'elle retrouva ses parents, encore enfants, dans le village de Ledworth, et grandit à leur côté sous l'identité de Mélodie Zucker, dite Mels, devenant ainsi celle qui avait inspiré Amy pour le prénom de sa fille. Mels croyait aux histoires de docteurs débraillés d'Amy, au contraire de tous les autres habitants du village. Ces histoires la faisaient rêver et elle avait une certitude, quand elle serait grande, elle épouserait le docteur. Mels était une tête brûlée, une irresponsable et une provocatrice, récupérée régulièrement au bureau du proviseur ou au commissariat de police par une Amy dépitée. Mais Mels fut aussi une amie dévouée pour Amy et Rory, qu'elle savait être ses parents, et qu'elle ne lâchait pas d'une semelle, s'assurant ainsi de grandir à leur côté. Elle aida sa mère à réaliser l'amour que lui portait son père, mais s'abstint néanmoins d'assister à leur mariage. D'après ses dires, les mariages n'étaient pas son truc. Mels savait pertinemment ce qu'elle désirait faire en rencontrant le docteur. L'épouser, bien sûr, l'assassiner, comme on le lui avait appris dans son enfance, mais aussi en profiter pour aller tuer Hitler. Recherchée par la police, elle menaça le docteur pour qu'il l'y emmène. Malgré les protestations de ce dernier, elle tira avec une arme à feu à l'intérieur du Tardis. Hors de contrôle, ce dernier réussit tout de même à atteindre le bureau d'Hitler à Berlin en 1938, alors que le Tesselecta, un robot justicier, tentait d'accomplir la même mission que celle qu'elle s'était donnée. Mels reçut une balle perdue, tirée par Hitler. Elle confia au docteur sur son lit de mort qu'elle aurait voulu se marier avec lui. Celui-ci le lui promit si elle survivait. Shouldn't you ask my parents' permission? As soon as you're well, I'll get them on the phone. Might as well do it now, since they're both right here. Amy et Rory avaient retrouvé leur fille, se régénérant sous leurs yeux alors qu'ils réalisaient qu'elle avait grandi à leur côté sans qu'ils le sachent. Mélodie, satisfaite de sa nouvelle apparence, ne perdit pas de vue la mission qu'on l'avait conditionnée à accomplir. Elle empoisonna le docteur d'un baiser grâce à un rouge à lèvres contenant du poison mortel de l'arbre de Judas. Il l'appela à plusieurs reprises River. Who's River Song? Grâce aux paroles de ses parents et du docteur qui voulait la sauver du Tesselecta, ainsi qu'à une confession intime que le docteur lui murmura au creux de l'oreille, Mélodie outrepassa son conditionnement et fit le choix de sacrifier toutes ses régénérations pour le sauver. Le docteur l'accompagna au meilleur hôpital de l'univers pour qu'elle récupère. Il lui offrit un journal intime afin qu'elle puisse garder trace de toutes leurs rencontres et qu'ils ne se révèlent pas les informations sur leurs futurs respectifs lors de leur rencontre. Une fois remise sur pied, Mélodie, devenue River Song, rejoignit l'Université de la Lune en l'an 5123 pour y étudier l'archéologie et espérer retrouver ainsi des traces du docteur. C'est au fil de ses recherches universitaires, alors devenue Dr River Song, qu'elle découvrit la date de mort du docteur, le 22 avril 2011 à 17h02 au lac Silencio, dans l'Utah. Madame Kovarian et le Silence retrouvèrent sa trace à l'Université de la Lune et l'y capturèrent de nouveau pour l'enfermer dans la combinaison d'astronaute de son enfance.
Plongée au fond du lac Silencio dans une combinaison qu'elle ne pouvait contrôler, River Song attendit son destin, celui d'assassiner le docteur. Le fameux 22 avril, le docteur et Mirori ainsi qu'une River du futur se regroupèrent au bord du lac Silencio pour un pique-nique. La River du présent sortit de l'eau de force, contrôlée par la combinaison. Le docteur la rejoignit, au courant de ce qui allait se dérouler. Mais River ne l'entendait pas de cette oreille. « Please, my love, please, just run. » « Goodbye, River. » Hello, sweetie. What have you done? Elle réussit à dévier le tir, mais ce sauvetage de dernière minute n'eut pas l'effet escompté. River venait de perturber un point fixe dans le temps, la mort du docteur, et avait par ricochet détruit le déroulé du temps. Soudainement, l'entièreté de l'histoire terrestre se déroulait simultanément. Se côtoyaient dinosaures, voitures volantes, empire romain et Winston Churchill, toujours dans la même seconde d'éternité, à 17h02, le 22 avril 2011. What happened to time? A woman. Le docteur retrouva River dans cette réalité alternative et tenta de la convaincre que sa mort était nécessaire au bon déroulé de l'univers, mais rien n'y fit. River refusait d'accomplir son destin de meurtrière et de supprimer de l'existence un homme si bon et porteur d'espoir. L'homme qu'elle aimait. I have to die. Shut up! Si elle le touchait, elle savait que l'histoire risquait de reprendre son cours et le docteur de mourir. Celui-ci décida alors d'honorer sa promesse en présence des parents de River et il l'épousa. Il prétendit lui murmurer son nom, mais lui confia en réalité qu'il se trouvait dans une copie de lui-même réalisée par le Tesselecta. River comprit alors le subterfuge. Elle embrassa le robot docteur, relança le déroulé du temps et lui tira dessus à 2 reprises. Pour Amy et Rory, sur place, ainsi que pour le reste de l'univers, le docteur semblait bel et bien mort. Mais River savait que ce n'était pas le cas. Elle accepta néanmoins le titre de meurtrière du docteur, sachant la vérité et prête à accepter ce destin pour que le docteur puisse continuer ses aventures, à l'abri des machinations du silence. River Song fut condamnée 12 000 fois à la prison à vie et enfermée au 52e siècle dans la prison de Stormcage pour purger sa peine. Mais difficile d'enfermer la femme d'un voyageur temporel. Dès sa première nuit en prison, elle reçut la visite du docteur. Une première sortie parmi tant d'autres au fil des ans. Une nuit, alors qu'elle rédigeait son journal en cellule, elle reçut un appel de Winston Churchill à propos d'un mystérieux tableau de Vincent van Gogh. Elle s'échappa à l'aide de son rouge à lèvres hallucinogène et se rendit à la collection royale pour voler le dit tableau. Elle récupéra un manipulateur de vortex auprès du marchand Dorium Maldovar et se rendit sur la première planète de l'univers pour graver un message à l'intention du docteur. Les coordonnées de Stonehenge pendant la conquête romaine de la Grande-Bretagne et le message « Salut mon petit cœur ». Le docteur, ou plutôt César, la retrouva sur place. Hello, sweetie. La fausse Cléopâtre remit la peinture de Van Gogh au docteur. Celle-ci prédisait l'explosion future du Tardis. La Pandorica, une boîte mythique et mystérieuse, s'apprêtait à s'ouvrir. River capta les signaux de milliers de vaisseaux d'ennemis du docteur autour de la Terre, venus pour l'enfermer dans la boîte. Démasqué par les Romains, River tenta de les convaincre de combattre aux côtés du docteur. Une version plastique de son père accepta de se joindre à lui, tandis que River retourna à la source de l'anomalie à l'aide du Tardis, sur Terre, le 26 juin 2010, dans la maison d'Amy. Elle y trouva trace des Romains dans un livre d'histoire de sa mère, ainsi que son livre d'enfance préféré, la boîte de Pandore. River saisit que tout était issu de l'esprit de sa mère et informa le docteur de ce piège, juste avant qu'il ne soit enfermé dans la Pandorica et qu'Amy l'y remplaça. River tenta de quitter le 26 juin 2010, le jour de l'explosion du Tardis prédite par Vincent van Gogh, mais les portes du vaisseau refusèrent de s'ouvrir. Lorsqu'elle parvint à les enfoncer, elle fit face à un simple mur de pierre, coincé dans l'explosion qui s'apprêtait à détruire l'espace-temps. Bloquée dans une boucle temporelle au cœur de l'explosion, River revit perpétuellement les dernières secondes de son existence. Encore et encore, jusqu'à l'intervention de son bien-aimé. À l'aide du manipulateur de vortex, le docteur les ramena tous deux sur Terre auprès de sa mère et de la copie plastique de son père, tandis que le Tardis n'en finissait plus de brûler dans son implosion, seule étoile encore existante, prête à emmener la dernière planète de l'univers dans sa chute. Il n'y avait plus une minute à perdre. Il fallait rebooter l'univers. Mais un Dalek stoppa net le docteur dans son plan. River refusa de l'abandonner, mais il s'enfuit mourir à l'autre bout du bâtiment grâce au manipulateur de vortex. Rongé par la fureur mais gardant son calme olympien, River menaça le Dalek coupable de cette nouvelle mort de son mari. Records indicate you will show mercy. I'm River Song. Check your records again. Provoquer une meurtrière telle que River Song n'était pas des plus judicieux.
Le docteur, pas tout à fait mort, réussit à se traîner jusqu'à la Pandorica pour la conduire au cœur de l'explosion, avant que toute réalité ne disparaisse, choisissant de s'effacer de l'existence dans le processus afin de sauver l'univers d'un nouveau Big Bang. River et Amy lui firent leurs adieux avant de retrouver leur réalité sans le docteur. Mais River possédait toujours le journal intime, la seule trace permettant de se rappeler du voyageur temporel, bien que vierge de toutes leurs aventures communes. Elle le confia à Amy le jour de son mariage avec Rory, y assistant ainsi après l'avoir évité en tant que Mels, afin de rafraîchir leur mémoire. Par sa volonté et son obstination, Amy réussit à raviver le souvenir du docteur et à le ramener dans la réalité. Hello everyone, I'm Amy's imaginary friend. You always dance at weddings, don't you? You tell me. Spoilers. River le retrouva après la noce et récupéra le journal, de nouveau rempli, ainsi que son manipulateur de vortex. Le docteur, plus jeune que celui qu'elle avait épousé, lui demanda si elle était mariée, ce que River transforma en demande en mariage, qu'elle accepta. Déstabilisé, le docteur ne put s'empêcher de demander qui était cette femme si mystérieuse, mais elle savait qu'il le découvrirait très bientôt, puisqu'elle l'avait déjà vécu lors de sa régénération. Par la suite, elle se rendit à la retraite du démon, juste après que ses parents et le docteur aient réalisé que la mélodie qu'ils avaient sauvée n'était qu'un double de chair. Le docteur était furieux contre elle alors qu'il l'avait appelée à l'aide pour cette bataille et qu'elle arrivait trop tard, mais elle expliqua pourquoi il lui était impossible d'y participer. It's me. I'm Melody. I'm your daughter. River Song reprit sa routine à la prison de Stormcage, sortant régulièrement en compagnie du docteur. Elle se retrouva également à vivre et à revivre de plus en plus de passages de sa vie et de celle du docteur qu'elle connaissait par cœur ou partiellement. Elle fut obligée de décliner la demande de son père de venir combattre à la retraite du démon aux côtés du docteur, puis dut assister impuissante à l'assassinat truqué de son amour sur la plage du lac Silencio, feignant l'ignorance alors qu'Amy et Rory pleuraient la perte du docteur, mais prêtes à leur venir en aide pour faire chuter le silence. Ces créatures avaient façonné son enfance et même sa vie, pourtant elle ne pouvait pas s'en souvenir, mais elle tenait enfin la possibilité d'arrêter leurs agissements. Poursuivie des mois durant, l'équipe se cacha et s'organisa pour tendre un piège au silence. Acculée par le FBI alors qu'elle enquêtait sur les créatures, River sauta d'un building new-yorkais, rattrapée in extremis par le TARDIS. Enfin réunis, le docteur, les Pond et leur ami, l'ancien agent du FBI Canton Everett Delaware, 3e du nom, mirent leur plan à exécution en modifiant le vaisseau de la mission Apollo 11. Lors de la diffusion à la télévision du premier alunissage, se retrouva diffusée une vidéo enregistrée par Canton d'un membre du silence clamant « River abattit froidement tous les membres du silence présents autour d'eux. Les Américains se chargèrent du reste. Le docteur accompagna River en prison, non sans lui avoir proposé de voyager plus longtemps avec lui. River embrassa son époux, ne provoquant chez lui que confusion. Il connaissait à peine River et ne l'avait jamais embrassé auparavant. Pour le docteur, il s'agissait donc de leur premier baiser. Mais pour River, dont la ligne temporelle s'écoulait en sens inverse, c'était le signe que la fin était proche. On proposa à River Song d'être graciée en échange de son aide lors d'une mission délicate impliquant un ange pleureur à bord du vaisseau Byzantium. Elle s'infiltra à bord à l'aide de son rouge à lèvres hallucinogène et grava sur la boîte noire du vaisseau le message « Salut mon petit cœur » en haut gallifréen, afin que la boîte serve de balise au docteur le jour où il mettrait inévitablement la main dessus. En visionnant les dernières images de sécurité enregistrées sur la boîte noire, le docteur obtint de River les coordonnées du Byzantium et la récupéra alors qu'elle venait de s'évacuer dans le vide spatial. Elle lui ordonna de suivre le vaisseau, piloté par l'ange avant qu'il ne se soit écrasé au cœur du labyrinthe de la mort de la civilisation Aplan. River aida le docteur à piloter le TARDIS, au grand déplaisir de son mari qui ne l'avait rencontré jusqu'alors qu'une fois. Voilà une quasi-inconnue qui débarquait dans son TARDIS et pilotait son vaisseau mieux que lui. Il présenta River à Amy, laissant échapper à River qu'elle serait professeure dans le futur. Elle fit venir au temple le père Octavian et ses militaires, et tous partirent à la recherche de l'ange dans le labyrinthe, qui s'avéra être infesté d'anges en dormance. The Aplans. They've got two heads. So why don't the statues? Ils rejoignirent le Byzantium, sur lequel ils croisèrent une fissure dans l'espace-temps qui les informa de l'explosion temporelle du 26 juin 2010. Le père Octavian apprit au jeune docteur que River était emprisonné à Stormcage pour le meurtre d'un homme et que sa libération dépendait de la réussite de cette mission. Mais le père Octavian ne rentra jamais faire son rapport, sa nuque brisée par un ange. Le docteur annula le champ gravitationnel du vaisseau et la faille aspira tous les anges. Le problème enfin résolu, River s'apprêta à retourner en cellule quand le docteur lui demanda si Octavian disait vrai. Octavian said you killed a man. Yes, I did. A good man.
best man I've ever known. River Song prévint le docteur qu'il se retrouverait à l'ouverture de la Pandorica, et elle le quitta pour le laisser suivre le cours de sa propre existence. Enfin libre, elle retourna auprès de sa famille, juste après son mariage avec le docteur, pour leur apprendre qu'elle ne l'avait pas réellement tué, au grand soulagement de ses parents, puisqu'il n'avait aux yeux du silence et d'une bonne partie de l'administration galactique jamais existé. Are you sure, River? Of course I'm sure. I'm his wife. Yes, and I'm his Mother-in-law. River continua ses recherches archéologiques et devint professeur, comme annoncé par le docteur. Elle croisa de nouveau sa route à New York en 1938, alors qu'elle venait d'être faite prisonnière par la poigne d'un ange pleureur. Elle y avait retrouvé son père, amené sur place par un ange, alors qu'elle enquêtait sur la présence de ces créatures. Après quelques déboires pour atterrir dans une zone riche en paradoxes, le docteur et Amy débarquèrent pour les sauver, en compagnie d'un livre écrit par une certaine Melody Malone, qui semblait raconter au détail près leur aventure en cours. Malheureusement, Amy avait lu que River allait briser son poignet pour s'échapper, ce qui se produisit. Tout ce qu'ils allaient lire dans le livre devait se réaliser, comme par exemple les adieux d'Amy. Le docteur refusa un tel destin et soigna le poignet de River avec son énergie régénératrice, comme elle l'avait elle-même fait pour le sauver du poison de l'arbre de Judas. Ils retrouvèrent Rory dans une ferme temporelle où les anges enfermaient leurs victimes, dont Rory, pour se nourrir des paradoxes créés par les envois de leurs proies dans le passé. Rory décida de mettre à mal leur plan en se suicidant. Together or not at all. Il sauta du toit avec Amy, avant que le docteur et River ne puissent les retenir. Le paradoxe créé par la mort de Rory les ramena tous sains et saufs dans un cimetière new-yorkais en 2012 et fit disparaître les anges de l'existence. Mais un survivant envoya Rory de nouveau dans le passé, coincé dans une zone si saturée en paradoxes qu'il ne pouvait être récupéré. Incapable de l'abandonner, Amy fit ses adieux à sa fille et au docteur, et rejoignit son mari grâce au toucher de l'ange. You look after him. You be a good girl and you look after him. Rockety man. Goodbye. River consola le docteur, conscients tous deux de ne plus jamais avoir l'occasion de revoir Amy et Rory. River fit promettre au docteur de ne pas voyager seul. Celui-ci lui demanda d'explorer les étoiles en sa compagnie, mais elle savait bien qu'il n'était pas raisonnable qu'ils passent trop de temps ensemble. One psychopath per TARDIS, don't you think? Elle se rendit dans une chambre pour rédiger le livre de Melody Malone et confia le soin à sa mère de l'éditer et de le compléter par un épilogue dédié au docteur pour l'aider à aller de l'avant. Le docteur et River continuèrent de se rencontrer occasionnellement. Le docteur savait que la fin de leur idylle approchait. River rêvait d'aller voir les tours chantantes de Darillium, mais le docteur savait que s'y rendre signifiait que River courait à sa perte, que lui avait déjà vécu. Le journal de River, lui aussi, touchait à sa fin, avec ses pages presque toutes griffonnées. River se doutait que le docteur avait prévu juste assez de pages et que son aventure se clôturerait bientôt. Elle pensait connaître tous les visages du docteur, mais eut la surprise d'en découvrir un nouveau alors qu'elle dérobait l'Alassie Androvar, le diamant le plus précieux de l'univers, enfoncé dans le crâne du roi Hydroflax. Menacée par les fidèles du roi pour attirer le docteur, elle clama que le docteur ne venait jamais à son secours, et que leur amour n'était qu'à sens unique. Elle le connaissait plus mal qu'elle le croyait. Hello, sweetie. River avait anticipé une porte de sortie. Le vaisseau fut frappé par une pluie de météorites dont l'archéologue du futur avait eu connaissance au fil de ses recherches. Ils s'écrasèrent sur Darillium face aux tours chantantes et River perdit connaissance. Lorsqu'elle se réveilla, elle quitta le TARDIS et se retrouva à l'entrée d'un restaurant que le docteur avait fait bâtir des années plus tôt, lors du crash, avant de diriger le TARDIS quelques années dans le futur. Ayant vu sa femme utiliser une truelle sonique d'archéologue, le docteur lui offrit plutôt son propre tournevis sonique. Elle fut sous le choc. Jamais n'avait-elle reçu un quelconque cadeau de sa part, hormis le journal. À son insu, le docteur la scanna avec le tournevis pour une utilité future. Ils se dirigèrent vers les tours chantantes pour écouter leur douce mélopée. River demanda au docteur s'il s'agissait de leur dernière nuit ensemble. Il ne lui offrit qu'un énigmatique « c'est pas l'heure », phrase emblématique de sa femme. Celle-ci ne pouvait se résoudre à ce que sa fin, leur fin, ne soit proche. Happy ever after doesn't mean forever. Elle demanda alors la durée d'une nuit sur Darillium, ce à quoi le docteur répondit, assortissant sa réponse d'un tendre sourire amusé, que la dite nuit durerait 24 ans. River retrouva une dernière fois le docteur, bien plus jeune, alors qu'elle menait une équipe au sein de la plus grande bibliothèque de l'univers. Hello, sweetie. Tous les occupants de l'endroit s'étaient volatilisés. Et pour la première fois, le professeur Riversong se retrouva devant un docteur qui ne la connaissait pas. Il tenta de consulter son journal, mais elle l'en empêcha pour ne pas contrevenir aux règles instaurées par le docteur lui-même.
Il lui présenta sa compagne Donna, qui lui posa des questions sur son futur auxquelles River ne pouvait répondre, en connaissant toute la dimension tragique. Le docteur détecta la présence de Vashta Nerada, des créatures carnivores évoluant dans l'ombre. Un Vashta Nerada prit possession de la combinaison d'un membre de l'équipe qu'il dévora sans autre forme de cérémonie. River, le docteur et l'équipe fuirent, mais Donna fut sauvegardée dans l'ordinateur de la bibliothèque pour la protéger. Le docteur remarqua que l'étrangère possédait un tournevis sonique dernier cri. Incapable de décider s'il pouvait lui accorder sa confiance, il émit des doutes sur ses affirmations. River lui murmura alors un secret que seule une personne étroitement intime pouvait connaître. Son nom. Le docteur, désormais convaincu que River serait une personne décisive de sa vie, ne perdit pas de vue qu'il devait sortir Donna de la mémoire de l'ordinateur, ainsi que tous les occupants de la bibliothèque. Celle-ci avait besoin de plus de mémoire pour les restaurer, ainsi le docteur choisit-il de se sacrifier en se connectant à la machine. River, consciente que cela le consumerait sans lui laisser une chance de se régénérer, l'assomma, le menotta et prit sa place. Le docteur tenta de la persuader de le laisser faire, mais elle savait que c'était son destin. Elle le savait car toute sa vie, à chaque rencontre avec le docteur, celui-ci savait également. Il l'avait vue mourir à sa première rencontre avec elle. It's okay. You'll see me again. You and me. Time and space. You watch us run. River, you know my name. Spoilers. Elle se connecta et le docteur ne put la quitter des yeux, alors que celle qui deviendrait sa femme se consumait de l'intérieur. Les 4022 occupants de la bibliothèque et Donna furent restaurés, prêts à être évacués, mais le docteur, lui, resta dévoré par la peine. Il laissa le journal de River dans la bibliothèque ainsi que le tournevis sonique, mais il changea d'avis et récupéra aussitôt l'objet. Il y dénicha un relais neural installé par son lui futur avant de l'offrir à River sur Darillium et qui contenait encore un maigre souvenir de l'archéologue. Le docteur le connecta à l'ordinateur. River s'y téléchargea, accueilli par l'incarnation de l'ordinateur dans une réalité virtuelle parfaite. He just can't do it, can he? He just can't give in. Ainsi mourut River Song, ou survécut-elle, dans un reste de mémoire virtuelle. Le docteur récupéra le journal après la nuit sur Darillium grâce à un ami commun de lui et River, Nardole. Il savait que le souvenir virtuel de sa femme l'avait visité une fois de plus sur Trenzalore, rappelé brièvement en rêve par leurs amis Vastra, Jenny et Strax qu'elle avait rencontrés à la retraite du démon, et grâce à une connexion qui s'était effectuée avec l'esprit de la compagne du docteur, Clara. Elle tenta d'empêcher le docteur d'entrer dans son propre flux temporel, persuadée qu'il ne pouvait l'entendre, mais elle se trompait. I'm not really here. You are always here to me, and I always listen. Le docteur craignait ces adieux que River attendait, à la fois présente et absente. Tous deux savaient que leur histoire se concluait. Pourtant, tous deux gardaient en eux, à jamais, le souvenir et l'amour de l'autre. Ainsi s'est terminée la vie de River Song, Mélodie Pond, la femme du docteur et la fille du TARDIS. See you around, Professor Riversong. Till the next time. Goodbye.